J'adore DC, j'adore Batman, j'adore les animés, je suis presque sûr qu'on peut appeler ça un combo gagnant. Salut, aujourd'hui sur DC, et d'ailleurs on va parler animation et plus particulièrement séries d'animation. Pendant les vacances, je n'ai pas arrêté de tomber sur les bandes annonces de deux séries animées de l'univers DC du moment, Suicide Squad Isekai, disponible sur Max et sur Anime Digital Network, et Batman Caped Crusader, une exclusivité Prime Video. La première série est produite par Warner Bros Japan et 8 Studios, connu notamment pour son adaptation remarquable du manga L'Attaque des Titans. On y retrouve Harley Quinn et une équipe de super vilains coincés sur un monde parallèle où la magie, les orques et les elfes existent. D'où le terme Isekai, qui en japonais veut dire littéralement un autre monde. Et la seconde série est produite par Warner Bros Animation et Bad Robot Productions, la boîte de prod de J.J. Abrams, auteur des méfaits sur les derniers Star Wars, par exemple. Cette série raconte les débuts de Batman sous fond de polar et avec la forme des films noirs des années 1940. Et surtout, elle a été créée par Bruce Timm, cofondateur de la série Batman de mon enfance, la série culte de chez culte des années 90, j'ai nommé Batman The Animated Series, Batman TAS pour les intimes. Alors, malgré leur style qui semble diamétralement opposé, est-ce que ces deux séries de 10 épisodes chacune peuvent faire concurrence à Batman Ninja, Teen Titans, voire même jouer sur le terrain de la référence Batman TAS? Eh bien, on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Avant de commencer, merci à vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez cliqué, c'est que le sujet vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci beaucoup. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec Suicide Squad Isekai. Ce n'est pas la première fois que l'on a l'occasion de voir DC au pays du soleil levant. En effet, en 2018, nous avons eu le droit à l'excellent Batman Ninja qui était lui-même un isekai. Pas alors, un petit effort quand même. Bon, c'est pas du tout la même histoire, et d'ailleurs, point de Batman à l'horizon. Bon allez, je vous fais un petit résumé. Après avoir détruit la moitié de Gotham avec le Joker, la plus décomplexée et exubérante des psychiatres psychopathes, notre chère Harley Quinn combat l'énigmatique Katana et se fait arrêter et enrôler de force dans une équipe un peu particulière. Elle y rejoint Deadshot, le sniper, qui ne rate jamais sa cible, ou presque, Peacemaker, un pacificateur énigmatique et pas si pacifiste que ça, Gueule d'Argile, un acteur raté qui change de forme au gré de ses envies, et King Shark, mi-requin, mi-homme, et mi-requin derrière. Ils ont tous été recrutés par Amanda Waller, la seule et unique chef de l'Argus, une obscure organisation gouvernementale paramilitaire secrète des États-Unis. Rien à voir avec la revente de ma 4L Alpine Biturbo. Jusqu'ici, ça va à peu près, sauf que Weller décide d'envoyer sa toute nouvelle équipe dans un monde parallèle à travers un portail créé en bafouant toutes les lois et les droits humains, et je pense même qu'elle y a mis un point d'honneur. Globalement, les super vilains /héros /anti-héros sont conformes à ce que nous connaissons, un tant soit peu qu'on les connaisse. Harley Quinn est bien sûr le centre de toutes les attentions, Deadshot est le personnage le plus cynique de la bande, Gueule d'Argile est le comique de service, parfois malgré lui, sous ses faux airs de Michael Jackson. Nous avons Peacemaker qui, comme je le disais, est énigmatique et assez imposant avec un certain sens de l'honneur, et King Shark, c'est King Shark, faut pas chercher à comprendre, faut le voir pour le croire. Étrangement, transposer ces personnages en animé japonais dans un monde médiéval et fantastique, ça passe. L'animation, le rythme et le scénario simple, mais pas si simpliste, doivent y être pour quelque chose, parce qu'on va pas se mentir, mis à part ce côté isekai qui peut surprendre au premier abord, le scénario, c'est pas non plus Fight Club. Sauf peut-être pour le côté bourrin. Il y a des moments bien fun lors des combats, mais je trouve que le schéma se répète
d'épisode en épisode. Prison, baston, prison, baston, baston, prison. Et limite, il m'a fallu attendre le dernier épisode pour y trouver un vrai intérêt. Car même si ce Suicide Squad version nippone a de bons côtés, ça va pas me rester comme un souvenir impérissable, ça va pas me marquer comme un Evangelion par exemple, ou un Cowboy Bebop. Ou même l'Attaque des Titans, tiens, pour comparer avec un animé du même studio. Et même si je compare avec d'autres animés du genre Isekai comme Vision of Scaflone, Sword Art Online, oui, SAO est un Isekai, il n'y a même pas débat, de toute façon je ne vous entends pas. Non, j'entends rien. Donc même si je compare avec d'autres Isekai, c'est limite. La Suicide Squad au Moyen-Âge. Non, parce que en vrai, même dans le multivers d'ici, normal, je sais pas si ça se dit, mais bon, je vais le dire. La magie, elle existe. Et finalement, c'est à se demander si c'est pas juste pour surfer sur la mode du moment. Ou alors, peut-être, je dis bien peut-être, que c'est vraiment pour jouer avec les codes du genre, qui sait. Parce que, à titre d'exemple, il y a un clin d'œil assez drôle qui est fait au Magical Girl. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le genre Magical Girl, c'est des jeunes filles au pouvoir magique qui se transforment pour combattre leurs ennemis. C'est Sailor Moon pour la plus connue, Gigi ou même Musclor, des maîtres de l'univers. Et j'avoue aussi que je me suis laissé avoir par cette fin ouverte, ce cliffhanger avec un personnage aussi inattendu qu'attendu qui laisse présager une belle saison 2. Vous l'aurez compris, c'est pas l'animé du siècle, mais c'est pas non plus une purge. Je crois qu'il faut oser être curieux et se laisser porter et à la fin se dire « Ouais, ça passe !» Non mais, on sait jamais, et si la Warner veut m'embaucher, j'ai rien dit de mal, hein, ok? Rien du tout. Allez, on passe à la suite avant que ça parte en cacahuète. Si l'on parle des meilleures adaptations pour le petit écran de l'univers DC et de Batman, le titre qui est toujours numéro 1, c'est Batman The Animated Series, créé par Paul Dini et Bruce Timm, et diffusé entre 1992 et 1995. La série est composée d'éléments qui, pris séparément, sont déjà de véritables pépites. Une esthétique inspirée du Batman de Tim Burton sorti en 89, un générique incroyable, je dirais même inégalé, des personnages mythiques comme le Pingouin, Mr. Freeze ou l'excellent Joker, sans oublier bien sûr Harley Quinn, créée spécialement pour la série. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à y jeter un coup d'œil, cette série n'est pas culte pour rien. Et je ne vous parle même pas des films d'animation tirés de cet univers, comme Batman contre le fantôme masqué ou Batman et Mr. Freeze, Sub-Zero. Bref, cette série a redonné ses lettres de noblesse aux séries d'animation de l'univers DC et de Batman, voire même aux séries d'animation américaines. Donc vous le comprendrez, des suites plutôt réussies se sont enchaînées, mais sans jamais vraiment égaler la série originelle. Alors quand Bruce Timm décide de refaire une série sur les débuts de Batman, en conservant les graphismes de Batman Taz, et à l'époque de ses débuts, donc entre les années 1940 et 1950, imaginez mes attentes, mon enthousiasme, à peine masqué. Allô, chef? Ouais, non, je pourrais pas venir aujourd'hui. Non, rien de grave, j'ai Batman. Alors, bien sûr, il n'est pas seul sur ce projet, des grands noms l'ont rejoint. Matt Reeves, réalisateur du film The Batman, film tellement sous-coté, J.J. Abrams, brillant réalisateur, sauf sur Star Wars, James Tucker, qui succéda à Bruce Timm et à qui l'on doit l'animé Batman Beyond, entre autres, et le dernier, mais pas des moindres, l'excellentissime scénariste Ed Brubaker, à qui l'on doit notamment la série de comic book Gotham Central, qui prend comme point de vue la vie quotidienne des policiers dans une ville où se regroupent les pires super-vilains et qui doivent faire face à tout ce que cela implique, et ce, avec les moyens du bord. Avant tout, petit résumé, nous sommes au tout début de la carrière de Bruce Wayne en tant que Batman. Celui-ci n'est encore qu'une rumeur et n'a comme seul allié son majordome, Pennyworth. Au fur et à mesure des épisodes, il fera la connaissance et combattra de futurs grands ennemis, eux aussi, au début de leur carrière. Parmi ces super vilains que nous retrouvons au fil des épisodes, il y a Oswalda Cobblepot, la future pingouin, oui, la pingouin, ça peut choquer mais en vrai ça passe,
Basil Karlo, connu comme celui qui deviendra Gueule d'Argile, Selina Kyle, avons-nous vraiment besoin de la présenter? Toujours est-il que nous découvrirons ses premiers pas en tant que Catwoman, Firefly, traduit en français par Pyrovol, et non, c'est pas un Pokémon, c'est un pyromane à la ramasse, mais surtout un personnage qui me conforte dans l'idée qu'il faut absolument arrêter de traduire les noms en français, s'il vous plaît. Le docteur Harley Quinzel et son étrange alter ego Harley Quinn, Harvey Dent, que nous verrons se transformer une fois de plus en double face, mais aussi les flics ripoux Harvey Bullock et Arnold Flass, qui sont dans quasiment tous les mauvais coups du mafieux Rupert Thorne. Il y en a d'autres, mais je vous laisse les découvrir. Et ses alliés, ou du moins futurs alliés dans tout ça? Eh bien, clairement, on a assez d'une main, et encore, on peut même couper des doigts. Sans compter Alfred Pennyworth, on a le commissaire Gordon, sa fille Barbara Gordon, qui est avocate de la défense, et René Montoya, lieutenant de police dévoué corps et âme au commissaire Gordon. Alors bien sûr, on pourrait croire que Batman n'a pas besoin de tant d'alliés, mais on se rend vite compte que c'est limite si Batman n'est pas de trop. Car l'un des plus gros points forts de cette série, c'est la caractérisation, c'est l'écriture des personnages secondaires. Bon, je suis sûr que certains ont sûrement râlé quand ils ont vu les changements opérés par Bruce Timm et son équipe sur les personnages, que ce soit le pingouin, qui est plutôt, la pingouin, Barbara Gordon, qui est une avocate afro-américaine, ou même Harley Quinn, qui n'a pas eu besoin du Joker pour péter un câble. Mais en vrai, posez-vous 30 secondes, soufflez un bon coup, et osez me dire que ça le fait pas. Batman The Caped Crusader est une petite pépite d'écriture. Les relations humaines sont superbement exploitées, et notamment entre Batman et Alfred, qui prend cher, le pauvre. Ou même le côté psychologique, avec la bipolarité du procureur Harvey Dent, ou la colère de Bruce Wayne. Même le fanservice, en fait, il est pas dégueu. Comme les gros clins d'œil, les références pas du tout subtiles à nos chers et tendres Robin, Dick Grayson, Jason Todd, Stephanie Brown, ou même Carrie Kelly, en vrai, ça passe. Alors, est-ce que cette série n'est que du simple fanservice? Oui, peut-être, je ne sais pas. Et à la limite, est-ce si grave? Parce que finalement, Batman The Caped Crusader est bien un hommage. Un hommage au film et au polar des années 1940, en reprenant non seulement les thématiques du Hollywood d'antan, allant jusqu'à nous le mettre devant le nez, notamment lors du second épisode, centré sur l'acteur Basil Karlo, en mode vous voyez, les thèmes là, les thèmes des films, c'est le thème de l'épisode, ah voilà. Et bien sûr, c'est aussi un hommage à Batman, The Animated Series, ok, par le design des personnages, on ne peut pas le nier, mais aussi par le générique. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est tellement bien fait qu'on ne peut que crier au génie. Mais ce n'est pas un simple hommage. Ce n'est pas une simple série qui dit merci. C'est une série qui dit « Ok, tu étais génial, tu as fait rêver des gamins, mais maintenant, voilà. Je vais te montrer ce que tu aurais pu être. » Une série plus mature, plus sombre, dénuée de tout l'aspect merchandising qui t'incombait. Alors oui, cette série a quelques défauts. Oui, on peut penser qu'elle ne détrônera pas la série des années 90, mais j'ai envie de lui laisser sa chance. Et puis finalement, cette première saison, malgré quelques lenteurs, se laisse regarder. Vraiment. On se prend au jeu et on se surprend même à enchaîner les épisodes. Mais pour vraiment l'apprécier, mettez-vous dans de bonnes conditions. Oubliez l'écran de votre smartphone et la regardez pas quand vous êtes fatigué. Et si vous êtes fan de Batman, vous verrez les nombreux clins d'œil et les références, pas qu'aux séries précédentes, mais à tout l'univers du Chevalier Noir de Gotham. Et si vous n'êtes pas fan du Justicier masqué, tentez quand même l'aventure, ne serait-ce que pour le côté un peu décalé, un peu hors du temps des premières enquêtes et des premiers défis du Caped Crusader. Pour conclure, je dirais que ces deux nouvelles séries animées, quoique différentes par le style et peut-être même par le public ciblé, et encore ça, j'en suis pas sûr, avec un peu de curiosité et d'ouverture d'esprit, on tente des choses, après on aime ou pas. Bref, ces deux nouvelles séries méritent d'être regardées, ne serait-ce que pour se faire un avis. Et peut-être que ceux et celles qui ne jurent que par Batman The Animated Series,
et qui ne connaissent pas trop l'animation japonaise, ces genres et ces codes, découvriront un autre monde, et par curiosité se lanceront dans d'autres séries cultes nippones. Et qu'à l'inverse, les fans d'animation japonaise, appelés aussi Anyota, ouais, j'ai fait mes devoirs, découvriront l'univers d'ici et pourquoi pas Batman The Animated Series et bien sûr Batman The Caped Crusader. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux, lisez un peu, beaucoup, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur d'ici et d'ailleurs.